en 68, je précise mon propos, et je vous demande de bien prendre en compte qu'un travailleur des services publics, un fonctionnaire, pour aller vite, eh bien c'est aussi productif. Moi je dis toujours à mes étudiants, écoutez, moi cet après-midi ou ce matin, j'augmente le PIB, c'est mesuré à l'euro près, et vous êtes en train d'en bouffer un service que je suis en train de produire, et c'est aussi mesuré à l'euro près. Donc, l'idée sur laquelle on prélève la moitié des richesses produites par le privé pour financer les fonctionnaires improductifs, c'est ça, c'est totalement faux, puisque de toute façon les fonctionnaires, ils créent la richesse qui leur permet d'être payés. D'accord ? Ce qui change entre le privé et le public, c'est tout simple. Hein. C'est quand vous êtes un travailleur de privé, eh bien votre production, elle est vendue. Et la vente de cette production permet de payer notamment le salaire. C'est la moindre des choses. Quand vous êtes dans le public, vous avez remarqué que quand vous bénéficiez d'un service public, cette médiathèque, quand vous marchez sur un trottoir, quand vos enfants, les enfants ou petits-enfants vont à l'école, quand vous rentrez dans un commissariat, vous ne sortez pas votre carte bleue. C'est gratuit, l'accès est gratuit. Mais ce n'est pas gratuit. Attention à un discours naïf sur la gratuité, hein. Et heureusement que ce n'est pas gratuit. Ben, il faut bien payer les gens qui travaillent, qui fournissent ce service. Et donc en fait, c'est payé par l'impôt. Un impôt stricto sensu, ça sert à payer. Ça joue exactement le même rôle que le prix d'une baguette de pain dans une boulangerie. Or, quand vous rentrez dans une boulangerie, vous ne commencez pas par dire « Ah là là, heureusement que je suis là pour financer ta boulangerie. » Vous payez le petit pain qui a fabriqué le boulanger, et vous jugez, et c'est normal, et bien payer des impôts pour... Enfin, tout ça doit être bien géré, on reviendra dans le débat, etc. Mais voilà. Donc, en fait, la dépense publique, quand on calcule la dépense publique, 200 milliards à peu près, on ne fait pas d'erreur sur la comptabilisation. Là où on fait une erreur, enfin non, on ne fait pas d'erreur non plus quand on rapporte le chiffre de la dépense publique au PIB. Pourquoi pas? C'est pas en soi une erreur de le faire. On fait ça pour plus de chiffres. Par exemple, quand on vous dit la dette publique, c'est 115% du PIB, c'est le chiffre actuel, vous avez bien compris que ce n'est pas une part du PIB, hein, parce que s'il fallait consacrer toutes les richesses que vous créez au cours de l'année, et plus encore, simplement pour rembourser la dette, bah, vous n'auriez plus rien pour bouffer, et donc il faudrait se faire harakiri, et les Japonais qui sont à 250% de dette publique, ils seraient encore plus mal. Bon. Donc voilà. De même que la dette publique n'est pas une part du PIB, la dépense publique, ce n'est pas non plus une part du PIB. C'est pas une chose que j'avais d'ailleurs, mais ce n'est pas une part du PIB. D'accord? Et donc en fait, qu'est-ce qu'il y a? Et donc voilà, donc, l'indicateur qu'on retient, et pendant longtemps, il faut savoir que l'INSEE a fait une mise au point il y a 1 an seulement. Mais pendant longtemps, l'INSEE, l'OCDE, Eurostat, le FMI, partout dans le monde, les institutions statistiques sur ce sujet central, pourtant, commettent une faute, commettaient une faute pour l'INSEE, puisqu'elle a réparé sa faute. Régulièrement, dans ces publications, il y avait marqué « La part des dépenses publiques dans le PIB a été de temps, faute, c'est pas une part. N'importe quelle personne qui a bossé là-dessus sait que c'est pas une part. Donc très rapidement sur la dépense publique, en fait dans la dépense publique, on additionne un peu des choux et des carottes, on mélange un peu tout, d'accord? Donc dans la dépense publique, il y a ce qui permet de payer le salaire des fonctionnaires, d'accord? Ça n'a pas bougé depuis 40 ans. Hein. 12% du PIB, ça n'a pas bougé depuis 40 ans. D'accord? Ça représente 12% du PIB. Voilà. OK? Et on a là d'ailleurs des explications des crises actuelles à l'hôpital, les problèmes avec les écoles, etc. etc. C'est qu'une société qui s'enrichit, bah, bien entendu, elle doit consacrer plus d'argent. Pourquoi? Bah, pour la santé, pour l'éducation et pour la culture. Et bien là, on a fait le choix, au cours des 40 dernières années, donc on voit qu'il y a des effets du néolibéralisme, de ne pas consacrer plus de richesses pour la santé, pour l'éducation, pour la culture. On n'a pas non plus réduit. Il ne faut pas non plus noircir la situation, il y avait peut-être dans le débat. Faire attention, je pense aux discours qui tendent toujours à noircir les situations, pour la dénoncer, je pense qu'il n'y a pas besoin. Voilà, mais bon, on ne l'a pas augmenté. Donc voilà, il y a moins d'un quart de la dépense publique qui sert à payer les fonctionnaires. Les 3 autres quarts, et bien en fait, c'est des sommes qui existent, mais qui alimentent directement le privé. C'est quoi ces sommes? Les prestations sociales en espèces. Ce qu'on appelle les prestations sociales en espèces, c'est vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc c'est quoi? D'abord les retraites, 320 milliards, c'est ce que je veux dire. Le RSA, 13 milliards. Quand j'interroge mes étudiants sur citez-moi une prestation sociale, et si vous n'en citez pas immédiatement, vous êtes exclu du cours, vous êtes obligé de prendre la porte, tout de suite ils me disent monsieur, RSA, allocation chômage, allocation familiale. Eh bien, RSA c'est 13 milliards. Retraite, c'est 320 milliards. C'est ce que je veux dire. La santé, c'est 200 milliards. Bon. Donc, il y a les prestations sociales en espèces, c'est 500 milliards. Hein. Au total, les prestations sociales en espèces, c'est 500 milliards. On est dans du lourd, là, hein. Vous voyez ce que je veux dire.
Retraite d'abord, allocation chômage, allocation familiale, les minima sociaux, dont le RSA, etc. 500 milliards au total. Le chômage partiel aussi, c'était... Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la dépense publique? On a ce qu'on appelle les transferts sociaux en nature. C'est-à-dire ça là, c'est des sommes qui sont consacrées à un usage précis. Les retraites, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce que je dis. Bon, acheter ce que vous voulez. Donc les transferts sociaux en nature, alors il y a une part des transferts sociaux en nature, c'est les services publics. Donc on en a déjà parlé, c'est l'éducation, la santé. D'accord, c'est l'éducation et l'hôpital public, pardon. Et puis il y a des transferts sociaux en nature qu'on appelle le produit marchand, c'est la part remboursée des médicaments, des consultations de médecine libérale, etc. Bon, très bien. Regardez l'importance de l'État social aujourd'hui dans notre pays. Donc, je termine. Les 3/4 de la dépense publique, ça va au privé. Ça alimente la dépense auprès du privé. Et donc, c'est pour ça que j'ai des collègues, parce que l'idée que la dépense publique, c'est pas une part du PIB, c'était mal connu, y compris les économistes eux-mêmes. Et donc, il y a des collègues qui disent « mais Christophe, on a compris maintenant ton truc, mais c'est quoi la bonne part de la dépense publique ?» Et là, quand ils me posent cette question, je leur dis « tu retournes au piquet. » Parce que tu n'as pas compris ce que je voulais te dire. En fait, la dépense publique, elle existe. Il y a un quart qui sert à payer des services publics. Mais les 3 autres quarts, ils existent. Mais en fait, ça alimente la dépense privée. Les retraites, l'investissement public pour l'essentiel, c'est de la commande auprès du privé. Ce n'est pas les fonctionnaires qui manient la truelle pour construire des écoles ou des lycées ou des routes, etc. C'est des commandes au privé. Bon. Il y a plein de subventions aux ménages, aux entreprises aussi. Et donc, en fait, ça... Quand on calcule, on peut dire les choses autrement, quand on calcule la dépense privée, elle, comme on calcule la dépense publique, en fait, on arrive à 200% du PIB. Vous avez bien compris qu'on n'est pas un raisonnement en termes de part, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, en fait, nous vivons dans les économies mixtes entendues au sens fort, où il y a un pôle public, sur lequel je vais revenir, il y a un pôle privé, et les deux sont étroitement imbriqués. D'accord? Les 3/4 de la dépense publique sont utiles, sont précieuses pour le privé, elles alimentent y compris l'activité des entreprises privées. Une bonne part des débouchés des entreprises privées, c'est les retraités qui dépensent notamment. D'accord? C'est quand même pas rien. Bon. Les retraités, puis l'investissement public, etc. Bon. Alors, quelle peut être la bonne mesure? Comment bien mesurer la part de l'intervention publique? Et bien là, ce que je présente dans le bouquin, c'est des indicateurs, c'est pas pour plaisir de présenter des indicateurs, mais ce que je dis, c'est que voilà, en fait, il faut, pour bien apprécier la réalité de nos économies, d'où on part, pour mieux la transformer ensuite, il faut partir d'un indicateur justement qui est le PIB, qui est un indicateur que je défends ardemment. Il y a peut-être des gens, on reviendra dans le débat, qui n'aiment pas le PIB, puisque ces dernières années, il y a eu un petit tir au pigeon de certains collègues sur le PIB. Hein, bien, j'imagine que mon diplôme s'est livré à ce genre d'exercice. Bon, voilà, hein, le petit tir au pigeon sur le PIB, ça fait vendre du papier. Généralement, les gens aiment bien ça. Moi, je défends ardemment le PIB, parce que c'est un indicateur extrêmement précieux, c'est un indicateur qui a été construit contre les libéraux, d'accord, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quand on a voulu donner aux États un moyen de piloter l'économie. Et c'est un indicateur qui permet de dire qu'un fonctionnaire, c'est pas improductif, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis par ailleurs, c'est un indicateur, il faut savoir, le PIB, il y a, dans tous les pays du monde, hein, il y a 3 façons de le calculer.